Madame, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue ici en plein cœur de Bruxelles, en Belgique, pour une nouvelle émission. Et oui, une nouvelle émission après celle d'hier qui vous a tant plu, qui vous a tant séduit, qui vous a tant interpellé, qui vous a tant marqué. Aujourd'hui, une nouvelle émission avec la résistance belge. Ils sont 50 ici dans le public, et ils vont être 8 à passer avec nous, Natacha, ce soir. Et oui, merci. Merci la Belgique. Merci Bruxelles. Merci la Belgique. Merci la Belgique. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce qu'aujourd'hui nous sommes là pour dénoncer. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous sommes vraiment là pour dénoncer une coalition criminelle qui est contre nous. Cartel bancaire, haute finance, lobby pharmaceutique et gouvernement corrompu. Nous n'en voulons plus. Donc aujourd'hui, nous osons dire ce que les autres n'osent plus dire. Nous osons avoir une libre parole, une parole de liberté. Et nous l'avons avec nos amis belges. Parce que je pense que, voilà, nous sommes vraiment main dans la main. Et il est temps de dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Il est temps de dénoncer ce que les gouvernements veulent nous cacher. Il est temps d'être libre. Merci beaucoup, Natacha. Alors pendant plus d'une heure, nous allons recevoir tour à tour Maître Arnaud Janssen, qui est avocat spécialiste des droits humains. Les droits de l'homme existent-ils encore? Ça, c'est la grande question qu'on se pose ce soir. On a à côté de nous, et on va commencer par lui, Dave Montfort, jeune militant créatif. L'Abîme, la Boum, eh bien, c'est lui. Vous avez beaucoup entendu parler de ce gros événement ici à Bruxelles. Nous avons également Sabine Mons de Ferging, qui est, pardon, j'écorche un peu son nom, elle va m'en vouloir, élue, qui a décidé de renoncer, qui nous dira pourquoi elle est opposée à la politique sanitaire. Elle nous parlera des 38 raisons qui l'ont poussé à faire ce choix. Nous aurons également Francis Lalanne, en numéro 3, dans cette émission. Pourquoi Francis? Pour une double raison. D'abord, parce qu'il habite ici, il vit en Belgique. Et puis, secondo, parce qu'il apportera un démenti et surtout rassurera son public sur ses véritables intentions. On aura également Isabelle Duchâteau qui sera ici, qui sera présidente de Notre Bon Droit. Alors, les droits fondamentaux, on le sait, sont aujourd'hui complètement bafoués et elle nous dira pourquoi, comment et dans quelle mesure. Nous aurons également enfin Santa Depuis, qui est représentante Children Health Defense ici en Europe à Bruxelles. L'association avec Robert Kennedy, c'est elle qui a fait venir Robert Kennedy à Berlin pour cette énorme manifestation et on l'en remercie et on peut l'applaudir. Santa, qui est une amie, il faut le dire, de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est notre ami Jean-Jacques, qui va revenir tôt ou tard sur la Une TV, et vraiment que l'on salue, car il est belge, en tout cas de cœur, même s'il habite aujourd'hui au Canada. Alors on va commencer cette émission par ce jeune qui est à côté de nous, Natacha. Il s'appelle Dave Montfort, c'est un jeune militant créatif. L'Abîme, la Boum, Dave, c'est toi. Alors est-ce que tu peux expliquer à tout le public francophone ce que c'est que cet événement? Donc nous, on a en fait repris un poisson d'avril qui avait été lancé très intelligemment. Donc on a repris un poisson d'avril qui avait été très intelligemment lancé par un groupe d'anonymes, mais qui malheureusement n'a pas assumé les conséquences de leur succès. Et on a décidé de reprendre la main et on a été suivi par beaucoup de jeunes. En fait, on a fait cette opération pour donner la parole aux jeunes, car on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune contestation, autant au niveau politique, ni dans les médias, ni chez les intellectuels, les philosophes, encore moins chez les artistes. Et donc voilà, on a pris une place qui était vacante et on pense que c'était indispensable. Et quand on a vu tous les retours qu'on a eus, tous les emails, on a eu des centaines d'emails qui nous ont dit qu'après la Boum 1 et 2, ils ont pu sortir de leur désespoir parce qu'il y avait une réelle détresse psychologique chez les jeunes dont on n'a pas beaucoup parlé. On a mis la pression au gouvernement via les médias avec des communications interposées avec la ministre Verlinden. On lui a expliqué, on lui a démontré qu'il y avait réellement cette détresse chez les jeunes.
Ça allait même jusqu'à 12 ans avec des suicides en augmentation, des jeunes qui ne savaient plus étudier, des jeunes qui n'avaient plus de vie sociale, des jeunes qui n'avaient plus de goût à la vie. Et suite à ces rassemblements, on a fait un peu revivre les contacts sociaux. Et donc il y en a beaucoup qui nous ont remerciés parce qu'ils pensaient à des actes irréparables. Et donc voilà. Alors effectivement, il faut dire au grand public et puis au public qui est là, qui nous regarde, que cet événement a été un événement majeur ici en Belgique. Il y a eu 70 000, 70 000 personnes venues participer à cette manifestation qui a été lancée sur Facebook. Ah oui, sur Facebook, 70 000 qui ont suivi cette manifestation, 6 000 effectivement sur place. C'était un événement majeur dans le pays, un événement qui s'est très bien déroulé et ensuite, malheureusement, il y a eu de très grosses perturbations. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, apparemment, il y avait une volonté des autorités que tout se passe mal. On a voulu faire passer les jeunes pour des hooligans qui ne savaient pas se tenir. Lorsque tout avait démarré dans l'allégresse et dans une ambiance bon enfant, tout le monde était assis par terre dans un parc en écoutant de la musique et d'un coup, d'un seul, on nous a balancé les chevaux, les matraques, les chiens, les autopompes, tout ça dans un parc avec des enfants, des familles qui avaient des enfants dans des poussettes. Et personne n'a compris. Je pense qu'en Belgique, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une telle réaction de la part de la police, qui était surtout injustifiée. Alors non seulement ces actes ont été extrêmement répréhensibles, mais n'ont pas été condamnés pour autant. Et ça, c'est vraiment par le gouvernement qui a laissé faire en quelque sorte. Tout à fait, surtout qu'ils ont continué à augmenter la violence, à pointer du doigt les jeunes, sans prendre en compte, comme je disais, la détresse psychologique qui était latente et qui a causé quand même pas mal de dégâts. Et donc voilà, pour nous c'était inadmissible et on a voulu leur donner en fait le courage de s'affirmer, car il faut toujours un premier pour que les gens suivent. Et donc on a voulu donner la première impulsion pour que les jeunes sentent qu'ils n'étaient pas seuls. Alors effectivement, ce double problème a conduit à quelque chose qui pour vous a été extrêmement préjudiciable dans votre vie. Et il faut le dire au grand public qui nous regarde, c'est que vous avez, vous, été en état d'arrestation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des circonstances qui vous ont conduite à aller là où vous êtes allé ? Oui, alors là, c'était le côté comique parce que effectivement, j'ai été mis en état d'arrestation. Et alors, le motif de cette mise en arrestation, c'était la création d'une milice pour contrer l'armée. Il faut savoir que c'est une loi qui date de 1936, qui n'a jamais été mise en application. Les policiers eux-mêmes étaient très étonnés de voir le chef d'inculpation. Ils ont appelé leurs collègues pour leur montrer une grande première dans leur carrière. Il y avait des policiers qui avaient 25 ans de carrière, ils n'avaient jamais vu ce chef d'inculpation. Et tout ça basé sur une vidéo qui était humoristique. On voulait en fait reprendre l'appellation de certains médias qui avaient tourné le collectif en groupuscule. Et donc on a fait une vidéo avec des gilets pare-balles, avec des cagoules, dans une ambiance un peu paramilitaire. Et donc c'est sur base de cette vidéo humoristique, sur laquelle d'ailleurs on faisait la publicité de l'agence qui nous avait prêté le matériel, parce que c'est une agence spécialisée pour les tournages de films. Il y avait l'adresse de cette agence en dessous. Donc je pense qu'un bon enquêteur pouvait très facilement savoir que tout ça était du déguisement. Et ils ont pris cette opportunité-là pour en fait inséminer la peur chez les gens qui voulaient contester en leur montrant ce qui pouvait arriver à toute contestation. Et donc j'ai été évidemment très vite libéré. Il n'y avait même pas besoin d'un avocat, car c'était très facile à démontrer que c'était risible. Alors, très vite libéré, mais le mal était fait, puisque vous avez été quand même pendant 6 heures en garde à vue. Vous avez été ensuite suivi pendant 3 jours, et puis surtout dans un contexte extrêmement menaçant qui vous poursuit encore aujourd'hui, il faut le dire. Oui, alors effectivement, ils ont d'abord essayé la menace en me faisant peur, comme je vous ai expliqué. On m'a demandé de supprimer l'événement qui était déjà suivi par plus de 30 000 personnes. Et à 3 jours de la date fatidique, ils m'ont donc demandé de retirer cet événement, ce qui servait strictement à rien. Je leur ai demandé s'ils avaient donc une procédure du tribunal. Ils n'en avaient pas, donc j'ai refusé. Et dès le lendemain, l'événement a été supprimé. Idem pour la vidéo sur YouTube. Donc voilà, on n'a pas le droit à la parole. Et c'est assez malheureux, surtout dans ce contexte où, comme je vous disais, il n'y avait aucune opposition. Donc on a voulu créer l'opposition. Alors Natacha a des questions également à vous poser. Elle vous les posera dans un instant. Peut-être ma dernière question.
Et celle-ci, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour mobiliser cette jeunesse? Vous qui avez réussi à le faire. En France, on aimerait voir autant de jeunes dehors. Vous avez réussi 6000 personnes. C'était quand même énorme ici à Bruxelles. Et donc, comment vous avez fait? Quel est, un, votre secret? Et deux, qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans les jours qui viennent? Bah, écoutez, je pense que le succès de la Boom, c'était de ne pas se prendre au sérieux, parce qu'on reste jeune et il faut avoir une certaine distance avec la gravité. Surtout nous, on pensait qu'il y avait, pour les jeunes, en tout cas en dessous de 40 ans, aucun danger, que la contamination en extérieur est nulle. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs voulu prouver avec nos Booms, et on a pu le prouver parce qu'il n'y avait aucun cluster. C'était quoi la question? Excusez-moi. La question, c'est maintenant, plus que jamais, il faut se mobiliser. Les jeunes doivent se mobiliser. Les jeunes, tu les mobilises. Qu'est-ce que tu peux leur dire aux jeunes, et notamment aux jeunes français là, qui restent chez eux aujourd'hui? J'ai une invitation à faire justement pour tous les jeunes qui veulent contester le pass sanitaire, le Covid Safety Ticket qu'on va mettre en place à Bruxelles. On crée des apéros contaminants. On va organiser ça de manière hebdomadaire jusqu'à ce que le Covid Pass soit retiré. Et donc, on va se rejoindre à la place Flaget. Ça va commencer le 2 octobre à 16h. Et donc, on va donner le contre-pied aux terrasses qui sont réservées au Covid Safety Ticket. Et nous allons prendre l'apéro juste à côté d'eux, parce que c'est notre liberté de nous rassembler et de vivre en toute liberté. Alors, je suis désolé, bon, les gens applaudissent ici, ils ont totalement raison. Mais, si vous avez des comorbidités, je vous déconseille. Mais effectivement, la grande question que le public se pose en vous écoutant, ces apéritifs contaminants, mais ça peut être pris à double tranchant, non? Expliquez-nous quand même, ça mérite explication. Donc nous, on est parti du constat que, de un, les jeunes, comme je disais, n'ont aucun risque, et surtout que l'immunité naturelle est beaucoup plus forte que l'immunité vaccinale. Et donc, déjà, on va laisser des vaccins aux gens qui en ont besoin, et en plus de ça, on va avoir une meilleure immunité qui est gratuite. Et en plus de ça, on pourra aussi obtenir le Covid Safety Ticket. On fait d'une pierre 3 coups. En tout cas, c'est une excellente idée. Comme le disait notre ancien Premier ministre Charles Pasqua, Premier ministre de la Justice, je crois, oui. Il faut terroriser les terroristes. Donc, il faut leur faire peur. Alors, on va leur faire peur en vivant, en nous aimant, en nous réunissant, en prenant des apéros ensemble. Et si c'est ça qui leur fait craindre que quoi que ce soit, montrons-leur que la vie est plus forte, et que nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Et je pense que nous avons actuellement avec nous, Sabine. Charles Pasqua, qui était non pas ministre de la Justice, parce qu'à l'époque c'était quelqu'un d'autre, mais ministre de l'Intérieur. Voilà, ministre de l'Intérieur. Donc terrorisons les terroristes contre la terreur. Ça sera finalement le meilleur moyen. Et n'ayons pas peur. Comme Sabine Moins de Ferning. Vous n'avez pas eu peur. Il faut qu'elle vienne s'asseoir. Donc, merci beaucoup. On va changer de place. Effectivement, cette jeune femme qui vient avec nous a été poussée en politique un peu malgré elle, puisque en fait, elle n'avait pas de velléité pour pas y rentrer, mais franchement, il y a eu un courant tel fédérateur derrière elle qu'elle y est entrée. Elle y est entrée notamment pour les personnes âgées, puisque ça a été son combat un peu toute sa vie. Et aujourd'hui, elle a décidé, la surprise générale, et ça a été, croyez-moi, extrêmement relayé sur Internet et notamment sur Facebook, elle a décidé de jeter l'éponge. Alors, elle était avec nous ce soir, c'est une personnalité belge, on leur remercie d'être ici sur la Une TV, c'est vraiment un lieu d'expression pour tout le monde, y compris pour ceux qui jettent l'éponge en pleine crise. Alors, on a été surpris, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors en fait, si moi j'ai décidé de quitter le MR, donc qui est l'équivalent du Parti libéral en Belgique, c'est dû à l'accumulation des dérives démocratiques. Mais j'irai même plus loin, c'est l'inhumanité auquel ces dérives démocratiques ont conduit. Je m'explique, depuis 18 mois, ce que j'ai pu constater, c'est que
on a enfermé des personnes âgées dans 15 mètres carrés dans les maisons de repos. On leur a refusé l'accès à l'hôpital. On ne leur a pas donné les soins palliatifs pour pouvoir mourir dans la dignité. On a empêché des familles de pouvoir accompagner leurs proches dans les maisons de repos, mais également dans leur fin de vie. On a empêché des gens de pouvoir faire leur deuil et de pouvoir, par la même occasion, de pouvoir aller enterrer... oui, exactement, oui. Par rapport aux jeunes, moi j'ai 2 adolescents à la maison notamment, donc j'ai 3 enfants mais dont 2 adolescents. J'ai vu à quel point ils ont souffert psychiquement de cette crise sanitaire. Ils ont été un peu les laissés pour compte. Moi je dénonce les dérives par rapport aux jeunes depuis septembre dernier. J'ai moi-même participé à la Boom 2 parce que souvent on dit que les réseaux sociaux ont tendance à grossir les traits. Eh bien, je peux vous dire, pour avoir été présente, on en était loin. J'ai vu une violence comme je n'ai jamais assisté dans ma vie, et moi j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. J'ai vu une police lourdement armée charger une foule qui était complètement inoffensive. Ma fille, 17 ans, se trouvait sur place. Des amis à elle se sont fait gazer par la police à 5 cm du visage. J'ai vu des gens comme vous et moi ici se sont fait matraquer par la police. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a personne, mais personne du monde politique qui a trouvé nécessaire de dénoncer ces exactions et ces bavures policières. Je suis la première à défendre la police, comme quoi on ne lève pas la main sur les policiers, mais je ne peux pas accepter que le contraire se passe également. Donc, alors, j'ai vu également pendant ces 18 derniers mois des gens qui ont perdu leur emploi, qui sont devenus précarisés. J'ai vu des indépendants qui ont monté toute leur vie un commerce et qui aujourd'hui ont dû faire aveu de faillite. Ce qu'on a pu également constater en Belgique, c'est qu'on a promulgué la loi pandémie, d'ailleurs qui a été très très peu relayée dans la presse, et qui prévoit parmi les sanctions une surveillance électronique. Il faut bien se dire qu'une surveillance électronique, qu'est-ce que ça veut dire en l'état actuel des choses? C'est que si une pandémie devait être promulguée demain, eh bien, vous seriez contraint à mettre un bracelet électronique. Donc, nous serions finalement amenés à être traités comme des vulgaires criminels de droit commun. Et je ne peux pas même concevoir que de vivre dans une société telle que celle-là. Alors, il y a également nos données personnelles sont aujourd'hui mises en péril, de nouveau non relayées par la presse ou de manière extrêmement timide. Alors, moi, la question que je me pose, j'écoute ce constat. Je me dis, vous avez totalement raison. Et tout le monde acquiesce. 100% des gens ici sont d'accord avec vous. Mais pourquoi, et je reviens sur ma question, pourquoi, dans ce contexte si sensible, au moment où tout se fait, où vous avez une parole qui est une parole d'or, vous êtes écouté, vous êtes entendu, vous êtes crédible, vous avez réussi vos premiers pas dans la politique, pourquoi, alors que vous êtes membre du premier parti libéral ici en Belgique, pourquoi vous avez décidé de jeter l'éponge, de renoncer ? En fait, le Parti libéral en Belgique fait partie du gouvernement fédéral. Et donc, en faisant partie du gouvernement fédéral, pour ma part, elle participe aux dérives démocratiques que j'ai pu constater depuis 18 mois. Et si elle ne participe pas, elle est restée muette par rapport à des exactions auxquelles moi, je n'adhère pas, en fait. Aujourd'hui, il faut savoir que à partir du 1er octobre, même si l'ordonnance n'a pas encore été publiée, on va voir à Bruxelles l'émergence d'un pass sanitaire.
Alors, souvent, le pass sanitaire, on se dit, on ne va plus pouvoir aller au resto, mais il y a des conséquences bien plus graves que celles-là, qui sont que toute personne proche, famille, qui veut visiter un parent dans la maison de repos, va devoir, si elle est non vaccinée, va devoir faire un test PCR tous les 2-3 jours. Également, si une personne, si vous avez par exemple un enfant qui est hospitalisé à l'hôpital et que vous, en tant que parent, vous n'êtes pas vacciné et que vous ne voulez pas vous contraindre au test PCR, eh bien votre enfant est seul dans l'hôpital. On voit donc bien sûr à travers toutes ces mesures que vous pouvez énumérer, il y en a du reste 36 ou 38 des mesures qui vous ont conduite donc aujourd'hui à lâcher prise, parce que vous dites effectivement c'est un peu comme chez nous en France, si on prend l'exemple de la France, avec ce parti de droite, ce parti libéral, on ne sait même plus comment il s'appelle, qui a à la tête un type comme Xavier Bertrand par exemple, qui se présente, on sait qui représente, ce qu'il est, son passé, tous la même école, même école de pensée. Eh bien, c'est très difficile, effectivement, pour des gens comme vous, qui êtes actifs, qui êtes extrêmement investis dans le parti, de pouvoir continuer. Donc, on comprend votre démarche. J'avais juste une petite question. Effectivement, votre ressenti, c'est qu'on divise les familles, on divise les amitiés, mais est-ce que vous sentez que votre pays est divisé aussi? Parce qu'apparemment, en Flandre, on va enlever le masque parce que 90% de la population est vaccinée. Mais par contre, on laisse le masque et on donne le pass sanitaire comme obligatoire à Bruxelles. Alors, il y a quelque chose au niveau de la différence entre les régions, mais elle est déjà présente depuis le début de la crise. Je pense par exemple aux enfants. Donc il faut savoir que les adolescents, donc les enfants qui se trouvent à l'école à Bruxelles doivent encore porter le masque 8 heures d'affilée, ce qui n'est pas le cas en Wallonie et en Flandre. Donc ça c'est déjà une première différence. La même chose, je vous parlais du pass sanitaire, mais je vais donner un cas très très concret auquel j'ai été confrontée hier. Donc j'ai une fille qui m'appelle en me disant « Voilà, ma maman est en maison de repos. Elle est en statut palliatif, donc elle est en fin de vie en fait. Il faut savoir que la fin de vie, elle peut durer 2 semaines, 6 semaines, 3 mois, 6 mois. Et elle me dit « Je ne suis pas vaccinée ». Elle argumente les raisons pour lesquelles elle n'est pas vaccinée. Je lui dis « Mais madame, vous êtes en droit de ne pas être vaccinée. Je n'ai pas à savoir quelles sont les raisons. » Et elle me dit « Mais madame, comment est-ce que je vais pouvoir, et est-ce que je vais encore pouvoir être au chevet de ma maman ?» Autant vous dire qu'après ce coup de fil, j'étais en sanglots. Ici, je reste encore de marbre, mais au moment où j'ai reçu le coup de fil, j'étais en sanglots et je me suis dit « Je ne peux pas participer à un système qui crée une inhumanité telle que celle-là. » Ce qui se pointe là pour l'instant sur le bout de notre nez, et à mon avis il faudra peut-être maximum 3 mois pour que ça arrive, c'est l'obligation vaccinale pour les soignants. Il faut savoir que dans les maisons de repos, en tout cas beaucoup à Bruxelles, 50% des soignants ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce qui va arriver demain avec l'obligation vaccinale? Soit on va recevoir des certificats médicaux, soit les personnes vont démissionner. On se trouve déjà dans un système de soins de santé qui est en flux tendu. Eh bien demain, qui va soigner nos vieux si on perd la moitié de notre personnel? Comment ça va se passer dans les hôpitaux? Aujourd'hui, vous avez 6 semaines peut-être pour avoir votre rendez-vous. Eh bien, il ne faudra pas pleurer quand il n'y aura plus de soignants. Ça nous mettra 2 ans à avoir notre rendez-vous. Et si vous pensez être dépisté à temps, détrompez-vous, ça n'arrivera plus. Et ça va être une conséquence qui va être désastreuse, que je trouve les gouvernants sous-estiment aujourd'hui. Merci infiniment d'être venu ici sur ce plateau.
Alors avant d'interviewer notre ami Francis Lalanne, dont l'intervention est très attendue, parce que vous savez qu'il a été accablé de critiques par Presse Interposée, eh bien il va intervenir sur ce plateau dans quelques instants. On tient à avoir ici, on se fait la joie d'avoir Isabelle Duchâteau. Elle est présidente de Notre Bon Droit. Elle est assaillie de questions, Isabelle, pour des actions en justice menées par le plus grand nombre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler pendant 3 minutes ? 3 minutes. Je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. Alors je vais rebondir effectivement sur ce que Madame vient de dire. C'est que déjà on est assailli de questions de la part de soignants dont je suis, puisque je suis infirmière CIAMU. Et effectivement, je peux vous assurer qu'ils sont déterminés et qu'ils ne se laisseront pas vacciner facilement. Ils sont prêts à démissionner et je peux vous assurer que s'il y a 10% de soignants en moins, vous n'aurez plus de soins cet automne. Or, vous savez comme moi que les vaccins ont été produits à partir de la souche alpha et qu'en Belgique, c'est la souche delta qui circule à 90%. Donc, personne n'est protégé contre cette souche. Moralité, je vous souhaite bonne chance pour cet automne. Donc effectivement, vous pensez qu'une grande part du personnel médical va aujourd'hui décider sciemment de quitter le milieu hospitalier ? Ça me paraît très clair, effectivement. En moins de 2 jours, nous avons recueilli plus de 2500 soignants qui nous ont contactés pour nous assurer qu'effectivement, ils étaient prêts à aller en justice si une obligation vaccinale devait se profiler pour les soignants. Ils ont été rejoints par plus de mémoire 4000 personnes au total, donc soignants plus personnel civil, entre guillemets, qui sont prêts effectivement à aller en justice pour contrer l'obligation vaccinale. Maintenant, malheureusement, ce n'est pas la seule problématique que nous rencontrons. La rentrée scolaire commence sur le même thème qu'elle s'est terminée en juin, à savoir qu'en juin, nous étions face à un début de vaccination des jeunes de 16-17 ans, avec une idée qui a été insufflée dans la tête de la population, selon laquelle les jeunes de 16 et 17 ans seraient capables de faire le choix tout seuls, sans leurs parents, d'être vaccinés ou non. Ça s'appelle la majorité médicale. Majorité médicale qui n'a absolument aucun fondement juridique. Ce qui fait qu'on arrive à des situations où effectivement on a des jeunes qui pourraient se retrouver dans la position où ils se posent des questions de savoir s'il faut se faire vacciner ou non. Et nous avons posé la question à de nombreux politiques de savoir d'où venait cette idée qu'il y avait une majorité médicale. Ils nous ont répondu que les experts avaient décidé qu'à partir de 16 ans, les enfants étaient suffisamment matures émotionnellement et intellectuellement que pour comprendre les informations qui leur sont données. Et ça, c'est véritablement une réponse qui est inquiétante parce qu'elle prouve que nos politiques ne connaissent pas les lois de notre pays. Parce que la loi de 2002 est très claire, elle encadre le consentement des jeunes et dit que pour qu'un jeune soit capable de donner son avis sur une proposition thérapeutique qui lui est faite, il doit voir un médecin. Or, la campagne de vaccination qui est proposée aux jeunes fait qu'ils ne voient pas de médecin. Ensuite, le médecin est censé leur donner toutes les informations qui sont juste, loyales et complètes. C'est-à-dire que le médecin doit leur donner des informations par rapport aux alternatives. Or, en Belgique, il n'y a aucune alternative possible à la vaccination. Tout le monde sait qu'il n'y a ni traitement prophylactique, ni de traitement thérapeutique au Covid-19, ce qui est un mensonge éhonté. Il est aussi censé, le médecin, donner des informations sur les bénéfices que le jeune peut tirer de la vaccination. Or, il me semble que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui qu'un jeune de 16 ans ne tire aucun bénéfice d'une vaccination anti-Covid puisqu'il ne sera jamais victime d'un Covid sévère. Et enfin, je suis désolée, je termine, j'avais dit que je ne faisais pas de promesses, le médecin doit donner tous les effets secondaires que le jeune risque de rencontrer suite à la thérapeutique qui lui est proposée.
Or, Kéros, qui était là dans la salle, il me semble, a été interviewé des jeunes à la sortie des centres de vaccination et à aucun moment on a donné à ces jeunes l'information selon laquelle ils risquent de faire des péricardites, des myocardites, qui sont des affections cardiaques graves. On ne leur a pas donné non plus d'informations par rapport aux risques sur la fertilité, sur le cycle menstruel pour les jeunes femmes, ni d'ailleurs sur les risques à long terme que personne d'ailleurs ne connaît. Et c'est un drame que des associations citoyennes comme les nôtres soient obligées d'expliquer aux experts qu'il y a une différence entre une mesure quantitative de millions de gens vaccinés et une mesure temporelle. Alors. Ah, il était prévu que vous passiez 3 minutes, mais comme vous êtes une bonne, je dirais pas cliente, hein, c'est pas le mot qui convient, mais en tout cas une très bonne candidate, je crois que Natacha va vous poser encore 1 ou 2 questions. Et que je vais vous poser. On va avoir un débat de toute façon ensemble, donc on aura le temps vraiment de pouvoir longuement discuter malheureusement de ces ressemblances entre la France et la Belgique. On a l'impression qu'il y a tout un agenda qui se déroule, qu'on a finalement les mêmes punitions, les mêmes sentences et qu'on veut nous faire régner au-dessus de nos têtes le même sentiment de peur et d'inégalité, mais sans qu'on puisse répondre. Donc on va en débattre ensemble, je pense que ça va être très intéressant. Et ce sentiment d'injustice, ce sentiment de délation fallacieuse, je crois que c'est Francis Lalanne, vous l'avez eu ces derniers temps dans la... Alors, voilà. Donc Francis n'est pas encore en plateau, donc merci Isabelle. Voilà, c'est à chaque fois les très bonnes transitions de Natacha. Voilà, Francis qui... Attends, Isabelle. Je ne souhaite pas prendre la place d'Isabelle, donc si vous aviez une question encore à poser à Isabelle, moi j'aimerais lui en poser une, c'est possible. Chère Isabelle, moi ce qui m'inquiète le plus dans ce que nous vivons, c'est que il me semble que il y a tout ce que nous vivons, pour moi, ne pourrait pas se produire s'il n'y avait pas le consentement d'une partie de la population. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, et j'écoutais vraiment avec attention l'émission d'hier, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas opposer une peur à une peur. Mais quand même, il y a d'un côté les gens que nous représentons, que nous sommes baptisés les résistants parce que nous résistons à toutes ces violences, bien sûr, et nous avançons des arguments. Nous avançons également des articles de loi. Nous avançons des preuves, des preuves scientifiques que tout ce qu'on nous fait subir est nuisible à notre santé. Et en face de nous, nous n'avons personne pour nous donner un argument, mais ceux qui s'opposent à nous nous répondent par la violence, la diffamation, l'injure et la censure. Donc le dialogue n'est pas possible. Et dans ce contexte-là, le dialogue n'étant pas possible, il y a une partie de la population qui se trouve finalement soumise à une forme totalement inédite d'injustice et de violence étatique, mais qui bénéficie du consentement d'une partie de la population. Et moi, c'est ça aujourd'hui qui me pose un problème, parce qu'effectivement, et là je vais vous donner la parole, si on est dans cette situation-là, je ne vois pas comment on peut en sortir par le dialogue. Pour moi, on ne peut en sortir que de 2 manières. En renforçant les actions d'opposition et en les rendant, j'allais dire, plus prégnantes, peut-être plus musclées. Et deuxièmement, j'ai envie de dire, en organisant une vie du monde qui soit une vie parallèle. J'entendais hier quelqu'un dire il faut arrêter de demander la permission. Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner le système au système, sinon il va nous broyer. Il va nous broyer de la façon dont on nous broie aujourd'hui, sans nous opposer aucun argument, mais simplement en nous imposant l'injure, la diffamation, la violence, la censure. Mais je pense que
parallèlement à cette résistance que nous organisons à l'intérieur du système et qui, à mon avis, doit être de plus en plus musclée. Moi, je suis pour les blocages, je suis pour les actions telles que celles que ont pu faire proposer ici aux populations les forces belges de la résistance. Et n'oublions pas ce que disait Jules César, hein, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus forts. Bon, voilà. Voilà. Mais ma question sera là. Et je pense qu'il faut également organiser un monde parallèle à celui du système, qui fonctionne en dehors du système et qui soit porteur d'avenir. Pensez-vous qu'il soit aujourd'hui possible d'organiser cela de manière juridique et de manière à rendre finalement opposable à une justice qui n'est plus juste, une justice que nous pourrions créer? Mais merci Francis pour la magnifique tribune que vous m'offrez. Ça me permet du coup d'effectivement rebondir et de vous dire que je pense que c'est non seulement faisable mais essentiel. Alors en France, on a plus de chance, en Belgique pardon, on a plus de chance qu'en France puisque pour le moment, par exemple, l'enseignement à domicile est toujours possible et j'en suis un bel exemple puisque j'ai fait l'école à la maison pendant 12 ans avec mes enfants. Et ça a pris fin à mon grand dame parce qu'il voulait retourner à l'école et moi ça ne me plaisait pas. Mais je pense que c'est par exemple une bonne façon de s'opposer au système parce que vous vous demandez comment c'est possible que les gens se soient laissés faire de cette façon. Et je pense que c'est possible parce que depuis le début, depuis qu'on a 3 ans, voire 2 ans et demi maintenant, les enfants sont soumis à une autorité à laquelle on les habitue à se soumettre. Et c'est exactement ce que nous voyons avec des adultes maintenant. Et donc je pense qu'il est essentiel effectivement de s'opposer et de montrer que nous avons de la puissance citoyenne. Nous avons une puissance économique parce que nous avons la possibilité de boycotter notamment les commerçants, les restaurateurs qui voudraient imposer le pass sanitaire et qui voudraient jouer dans ce jeu. Nous avons la possibilité de faire jouer notre puissance politique parce que nous avons la possibilité d'opposer un boycott politique via nos votes. Et puis surtout, nous avons la possibilité de créer un autre monde, non pas en nous opposant, mais en montrant aux autres qu'il est possible de créer quelque chose d'autre via les circuits courts, via les coopératives, via l'école à la maison. Et c'est faisable, c'est viable parce que j'en suis l'exemple, je l'ai fait. Merci infiniment. Alors, Francis, puisque tu as posé une question juridique, on a vu à travers ton intervention que tu n'es pas journaliste, hein, c'est pas toi qui poses des questions, mais tu as posé une question juridique. Alors, ici, un avocat, tu vas relaisser ta place, voilà, et il y a un avocat ici qui va répondre à toutes ces questions juridiques, puisque tu as abordé ce point de vue juridique, donc la transition, elle se fait avec un avocat, et pas des moindres. On a ici, effectivement, Maître Arnaud Janssen, qui est avocat spécialiste des droits humains. Les droits de l'homme, maître, est-ce qu'ils existent encore? Ça, c'est la question. Alors oui, les droits de l'homme existent et il faut bien se rendre compte que les droits de l'homme préexistent au pouvoir. C'est la particularité des droits de l'homme. La plupart des droits sont concédés par les autorités. Les conventions internationales qui ont consacré les droits de l'homme depuis la Deuxième Guerre mondiale sont des conventions qui disent, et c'est signé par les États, il y a évidemment la Charte des Nations Unies, il y a les pactes de New York sur les droits civils et politiques, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'est-ce qu'ils disent? Que les droits de l'homme nous appartiennent de manière indéfectible et ils préexistent au pouvoir. Et c'est essentiel. Les droits de l'homme ne sont pas concédés par qui que ce soit. Les droits de l'homme, ce sont les nôtres et ils sont indéfectibles. Alors, ils sont toujours là, ils existent. Est-ce qu'ils ont été bafoués? Je vais vous dire oui. Les droits de l'homme, c'est le cadre principal. C'est ce qu'on appelle, ce cadre, c'est l'état de droit. Ça veut dire quoi l'état de droit? C'est très simple. Ça veut dire que la loi s'impose aux gouvernants comme aux gouvernés. Et il y a un corollaire essentiel. Ce corollaire, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Je ne vais pas jouer au professeur, mais c'est très simple. Il y a les droits de l'homme, la Constitution, la loi, les arrêtés, des règlements. Et bien avec un règlement, on ne peut pas modifier les règles supérieures.
parce que sinon elles ne sont pas supérieures. Ce que nous avons vécu, ce sont des atteintes massives aux droits de l'homme, particulièrement à partir du mois de mars-avril 2020. Ce ne sont pas des atteintes individuelles, c'est la liberté d'aller et venir, c'est la liberté de se réunir, c'est le droit de travailler, c'est le droit à certains soins, c'est le droit à l'éducation des enfants, c'est le droit à la liberté de conscience et de religion. Ça n'est pas rien. Ce sont les droits qui sont réglés par le règlement général de la protection des données. Or, nos droits sur les données deviennent de plus en plus fondamentaux dans notre société technologique. Et il y a un cadre, normalement, en Europe, pour gérer cela. La Convention européenne des droits de l'homme organise, c'est son article 15, un processus lorsque les États estiment que dans un danger majeur, il convient de déroger de manière massive aux droits. Nos vieux États européens n'ont pas respecté ces dispositions. Ce qui est très intéressant, c'est que les pays de l'Est, les États baltes, les Balkans, ont appliqué ces dispositions. Ces États qui, depuis peu, connaissent le prix de la liberté, ont appliqué l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme et pas nos vieux États. Est-ce que c'était prémédité? Je ne le pense personnellement pas. Je pense qu'il y a eu d'abord un affolement et ensuite le pouvoir, c'est le pouvoir. Et il y a une force du pouvoir, un attrait du pouvoir, il y a un exercice du pouvoir. Et c'est pour ça qu'il doit être encadré. C'est pour ça qu'il y a les droits de l'homme qui préexistent. C'est pour ça qu'il y a un cadre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti du cadre. Nos gouvernants, et c'est mon analyse juridique, sont trop souvent sortis du cadre. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'entend pas les gouvernants dire « on va revenir » à la situation antérieure. Je ne vous dis pas que demain sera la même chose que hier, parce que les jours changent et une crise comme ça change une société. J'ai entendu le docteur Nourdessan qui nous disait « ça va faire sortir des choses » et c'est positif. Et il faut avancer. J'aimerais aussi vous dire à propos de la démocratie. J'ai entendu Francis, c'est quand même pas mal de passer après Lalanne, hein. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est la première fois que je vois Lalanne. Mais il passera après vous, hein, rassurez-vous. Oui. C'est pas rien de passer après moi, hein, Francis. Non. Mais je ne suis pas pour un monde parallèle. Je ne suis pas pour une autre société. Je suis un démocrate. Et je vous appelle à la démocratie. Mais la démocratie est lente. C'est un débat, c'est un discours, c'est l'élaboration qui n'est pas toujours facile de normes tous ensemble. Mais je suis convaincu que la démocratie réalisée tous ensemble sera un rouleau compresseur en faveur des droits de l'homme. Et il faut se lever. Ça prend du temps, c'est une machine qui est lente, c'est peut-être un diesel qui n'est pas facile au démarrage, mais je suis convaincu que ce sera un rouleau compresseur. Nos sociétés, dans les pires moments, ont prouvé que la démocratie gagne est un véritable rouleau compresseur. Et battons-nous pour ça. La démocratie, un rouleau compresseur. Oui, et surtout, je crois que nous ne voulons pas de ce monde d'après qu'on nous a déjà prémâché, qui a déjà été institué. Parce que finalement, ce monde d'après, c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial qui était déjà instauré. Donc, c'est peut-être à nous, en tant que peuple, en tant que citoyens, de pouvoir décider de quel système démocratique, quel système on veut avoir, et pas un système qui aurait été déjà préfabriqué à l'avance dans un plan. Je crois que Francis va ajouter quelque chose. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie qui est revenue, hein, ici dans cette émission. Non mais je voudrais avoir l'honneur de répondre au brillant, à mon brillant, j'ai pas envie de dire confrère parce que ce serait pas vrai, mais contradicteur. En fait, ce système parallèle dont je parle et dont je rêve, justement, c'est la démocratie. Parce que je pense qu'on a abusivement utilisé le nom de démocratie pour parler de nos systèmes. Je pense qu'il faut assumer le fait que le système représentatif
qui peut être vertueux et avoir une valeur démocratique n'est pas la démocratie. Et moi, ce dont je rêve, c'est d'un monde où nous n'aurons plus besoin de représentants pour décider de nos vies à notre place. Et ce monde-là, je pense que nous pouvons d'ores et déjà commencer à le mettre en place, justement parce que la dérive du système représentatif a conduit finalement les peuples à être dirigés de manière totalitaire. Bien évidemment. Et j'ajouterais, pour reprendre finalement un élément linguistique que je vais emprunter à nos amis chinois. Les Chinois ont le même mot pour désigner la crise et l'opportunité. Je pense que cette crise finalement que nous subissons tous peut être l'opportunité finalement de proposer à l'humanité tout entière, en commençant à le construire autour de nous, un système où un homme, une femme vont pouvoir se rassembler pour décider ensemble et non plus de décider qui va décider à leur place. Voilà. Un mot, Francis, on se tutoie. Hein? On se tutoie. Tu as presque parlé comme Tocqueville. Oui, Tocqueville, qui est un grand théoricien de notre démocratie au XIXe siècle, il a dû se battre parce que la vraie démocratie est apparue après son décès, évidemment. Mais Tocqueville disait évidemment que la démocratie pure, l'élection, peut aboutir à la dictature. Et c'est pour ça qu'on a inventé un cadre préalable, qu'on a conçu et que les droits de l'homme sont là. Battons-nous pour ce cadre qui protège nos droits et qui régule la démocratie. Merci, maître. Juste un mot. Ah, cher maître, je vous réponds car je vous remercie d'avoir cité Tocqueville et je voudrais citer Jean-Jacques Rousseau qui dit justement en parlant du système représentatif, et il parle du système anglais qui a précédé le nôtre, il dit « Le peuple d'Angleterre n'est libre qu'au moment où il élit ses représentants, le reste du temps il est esclave ». Justement, si nous ne voulons plus être des esclaves, cessons d'élire des représentants et prenons en main notre propre destinée. Voilà. Bravo, merci Francis. Et justement, vous êtes libre de votre destinée, vous sentez libre de circuler. Et cette histoire de passe sanitaire dans les journaux français, comme quoi vous êtes anti-vax mais vous auriez un passe sanitaire, une fois de plus, c'est de la calomnie. C'est de la calomnie totale. D'ailleurs, je trouve que cette campagne était risible. Moi, j'ai tout, finalement, chaque semaine, j'ai une campagne de calomnie contre moi, qui est toujours d'ailleurs un tissu de fake news, et j'en ai chaque semaine, et j'en aurai encore jusqu'au bout, parce que finalement, je dérange en résistant à mon niveau de notoriété, je dérange ceux qui veulent nous imposer leurs lois, et donc, c'est très très simple. Si vous voulez savoir qui dérange, regardez dans la presse qui ont calomnie. Voilà. Donc, je vous annonce que je vais être encore calomnié. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, finalement, c'est l'argument. Je trouve l'argument incroyable. Alors, bien évidemment, d'abord, rassurer tous les gens qui me suivent et qui me soutiennent. Bien évidemment, je ne suis pas QR codé. Je ne me suis absolument jamais fait la moindre injection, en tout cas, du produit qu'ils veulent absolument nous imposer comme étant un vaccin et qui n'est pas un vaccin. Et je ne le ferai pas. Et je me bats pour que mes proches ne le fassent pas parce que je veux protéger leur santé. Je n'ai jamais fait de test PCR, d'abord parce que ce test n'est pas fiable et qu'en plus il menace mon enveloppe hémato-encéphalique et que je ne veux pas mourir. Et bon, bien évidemment, mais pour répondre à ta question, non, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Et c'est parce que je ne suis pas libre et que je suis contraint, parce qu'à un moment donné, j'ai un parent proche qui est dans une EHPAD, qui a besoin de me voir et que moi je veux l'aider. Donc forcément, ça m'est arrivé, comme absolument à tout le monde et à tous les gens qui manifestent avec moi, ça leur est arrivé au moins une fois ou deux, de faire un... Non, moi, j'ai jamais fait
rien qui puisse nuire à ma santé. Mais bien sûr, j'ai fait des autotests, des tests antigéniques pour aller voir ma deuxième maman là où dans l'EHPAD où elle était soignée, etc. etc. J'en ai même fait un dernièrement pour faire un pèlerinage parce que c'était vital pour moi, parce que c'était une promesse que j'ai faite à ma mère. Mais ça, tout le monde, tous les gens qui sont dans la manifestation ont subi ça au moins une fois. C'est-à-dire que je ne suis pas libre. J'ai été contraint, comme plein de gens, à un certain moment, d'aller faire ce qu'ils considèrent comme étant une obligation, que je ne considère pas, moi, comme une obligation, mais comme une contrainte, juste parce que, dans ma vie, il était vital pour moi d'aller voir une personne où, voilà, je ne l'aurais jamais fait pour aller dans un restaurant, je ne l'aurais jamais fait pour aller au cinéma, je ne l'aurais jamais fait, mais je l'ai fait pour des choses vitales. Et c'est justement pour ça que je manifeste. C'est parce que je ne suis pas libre et je suis contraint, comme tout le monde, parce que moi, je n'échappe pas à la règle. Et à un moment donné, je ne vais pas me battre toute la journée. Et voilà. Par exemple, je ne porte pas de masque. D'accord ? En plus, j'ai une contre-indication médicale pour ça. Mais j'ai quand même un masque sur moi. S'il faut traverser la pharmacie et que je sens que si je le fais sans masque, je vais déclencher une émeute parce que je suis pour la paix sociale, juste le temps d'aller acheter mon aspirine, je vais faire semblant de mettre mon masque, je vais y aller. Ou pareil, dans un train, pour ne pas embêter les contrôleurs à qui on va prendre la tête en leur disant « Ah ouais, pourquoi lui, il n'a pas de masque ?» etc., etc. Alors, en général, je demande à un contrôleur « Est-ce que vous avez un endroit où je peux être isolé parce que je ne mettrai pas le masque ?» Et des contrôleurs, très gentiment, vont dans mon sens et me disent bah, « Monsieur Lalanne, on va vous trouver un endroit tranquille où personne ne vous verra, etc., etc. » Mais je ne ferai jamais rien, et je tiens à rassurer tout le monde, qui aille à l'encontre de ma santé. Donc, je ne mettrai pas de masque, je ne me ferai jamais de test PCR, je ne me ferai jamais injecter ce produit qui s'avère être un poison pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire les personnes qui, elles, ne sont pas équipées au niveau de leur immunité personnelle pour être résilients, justement. Donc, je ne mettrai pas ma santé en danger alors que c'est un produit dont les essais cliniques ne sont pas terminés, et j'engage tout le monde à faire comme moi. Alors, c'est Carlo Bruce, un jour, qui m'a dit « Mais Francis, arrête de te bagarrer avec tout le monde, si vraiment c'est trop dur, tu fais un petit autotest ou un test antigénique, et puis voilà. » Et évidemment, je l'ai fait, et je continuerai à le faire parce que je suis pour la paix sociale, si vraiment je suis contraint à le faire, juste pour aller voir une personne qui a un problème de santé. Mais ça ne veut pas dire que je suis pour le pass sanitaire. C'est justement parce que je subis ça, je suis contre le pass sanitaire. Et d'ailleurs, où est la contradiction ? Où serait la contradiction entre le fait d'être contraint et de lutter contre une contrainte ? C'est absurde. Dans les cortèges avec nous aux manifestations, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés et qui manifestent contre le pass sanitaire. Donc ça vous montre simplement le niveau de conscience de la presse actuelle. Voilà ce que dans la presse actuelle, on présente aux gens comme étant des arguments et des contradictions. Francis Lalanne, il manifeste contre le pass sanitaire, il a un test antigénique. Magnifique la presse française, magnifique la presse française. Alors moi, excusez-moi, mais pour moi, cette presse-là, franchement, j'éprouve énormément de compassion pour elle, et franchement, j'éprouve énormément de compassion pour le métier de journaliste, si c'est ça aujourd'hui le métier de journaliste. Voilà. Merci Francis. Effectivement, nous sommes point chanceux en France. La presse française est assez bas de gamme. Et là, justement, tu vas pouvoir les contredire parce que tu devais donner encore toute une série de représentations, de concerts. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Il sera à Bruxelles bientôt, du reste. Oui, voilà, justement. Merci finalement, merci Natacha de me permettre de parler un petit peu de mon métier. Parce qu'en fait, mon métier n'est pas résistant, je tiens à le dire. Je ne suis pas résistant de métier, je suis comme, toi non plus, les soignants non plus. Il se trouve que, on est menacé dans l'exercice de notre profession. Les soignants le sont, les artistes le sont, beaucoup de personnes le sont. Mais j'ai dit, et c'est ce que je ferai, et d'ailleurs, je refuserai désormais de me produire. Et c'est dur pour moi, j'ai beaucoup de mal à le dire, mais c'est la vérité. Je refuserai, si vraiment cette histoire de passe sanitaire entre en vigueur et que dans les théâtres, on veut contraindre les gens qui veulent aller voir un artiste à présenter ce passe sanitaire, je refuserai de me produire dans tous les lieux de spectacle qui imposeront ça au public, car je ne veux pas faire partie
des gens qui contraignent. Je ne veux pas qu'on me force à contraindre. C'est une objection de conscience. Et même s'il faut, j'irai la plaider devant le tribunal. Mais voilà, je suis ici en Belgique et je serai sur scène ici à Flagey, au théâtre de la Clarencière, qui est un très joli petit théâtre qui se trouve boulevard du Belvédère. J'engage tous ceux qui m'aiment ici à venir me voir, car ce seront peut-être mes tout derniers spectacles. Hein. Je passerai dans cette salle, et je jouerai dans cette salle avec ma femme Alice. On jouera du 29 septembre au 3 octobre. Ce seront peut-être mes derniers spectacles, puisque après le 3 octobre entrera en vigueur cette loi qui n'est pas une loi, qui va, comme le disait fort bien mon cher contradicteur, contre le droit élémentaire, le droit fondamental, c'est-à-dire le droit de l'homme. Je n'accepterai pas de contraindre qui que ce soit à s'infliger cela, et je ne participerai pas, je ne serai pas complice d'une entreprise qui consiste à violer, comme le disait tout à l'heure mon cher contradicteur, qui consiste à violer et à bafouer les droits de l'homme, car qu'est-ce que l'état de droit ? L'état de droit, c'est l'état qui fait le droit et qui respecte le droit qu'il fait. Si l'état qui fait le droit ne respecte pas le droit qu'il fait, alors nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état de non-droit. Et à partir du moment où la loi devient illégale, alors c'est le devoir le plus sacré de chaque citoyen d'accomplir ce qui est constitutionnellement sa mission, c'est de résister, comme nous le faisons tous ici, mes amis, de résister à l'oppression. Vive la résistance! Et vous, devant votre télé, est-ce que vous résistez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présents? Est-ce que vous êtes engagés? Regardez, est-ce qu'on peut tourner les caméras vers le public là? En tous les cas, ouais, on sent vraiment des paroles très fortes, hein, Natacha, depuis 2 jours qu'on est ici en Belgique avec ces 2 émissions qui ont été enregistrées ici. Vraiment, on sent qu'il y a non seulement ce pouvoir de résistance, mais cette envie plus forte peut-être qu'ailleurs de faire changer la donne et les choses. Ici, il faut dire qu'il y a quand même le Parlement européen, hein, on va y aller, nous, demain. Bruxelles, c'est le cœur du système, le cœur du réacteur, le cœur de la matrice. Et c'est ça qu'il faut combattre, non ? Exactement. Et je pense qu'on peut le combattre qu'avec nos personnalités, nos âmes. C'est ce que nous a montré Francis ce soir. C'est que le prix à payer est compliqué aussi. C'est pas quelque chose qui est donné, qui est acquis. Non, et je te remercie encore une fois de me permettre de répondre sur ce sujet-là. Et je te remercie aussi, Richard, qui depuis le début est le seul journaliste qui m'a vraiment donné la parole. Aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, je n'ai plus le droit d'accéder au monde médiatique. Hein. Je subis une censure. Je suis, comme on dit, blacklisté. Donc, je n'ai pour m'exprimer que la rue, comme vous, et que les médias libres et indépendants comme cette chaîne merveilleuse que je vous demande de continuer à encourager. Mais simplement pour vous donner un exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, maintenant, nous avançons des articles de loi. Nous avançons des preuves scientifiques sur la violence et la dangerosité de ce que nous subissons. Nous avançons des arguments. Et on nous oppose la violence, on nous oppose la diffamation, l'injure, comme moi-même je la subis régulièrement, et on nous oppose la censure. J'ai un ami qui s'appelle Olive, dont vous suivez sans doute les programmes. Cette semaine, j'ai tellement été agressé moralement par ce qui s'est passé à Paris samedi dernier. Encore une fois, le préfet de Paris, qui est un psychopathe, oui, le bien nommé, ne confondons pas le peuple allemand avec les gens qui l'ont gouverné de manière indigne, d'accord ? Donc, ne confondons pas le peuple allemand avec les gens qui l'ont gouverné de manière indigne. Mais j'ai enregistré une chanson que j'avais écrite du temps où j'avais participé à la révolte des Gilets jaunes. Et cette chanson, j'en ai fait un clip et je l'ai envoyé donc à Olive pour qu'il le diffuse, pour rendre hommage à tous ceux qui se sont
battu depuis 3 ans pour que la liberté redevienne un des mots phares de notre beau pays de France et qu'elle soit respectée par ses propres institutions et ceux qui les gouvernent. Eh bien, Olive a mis le clip, il l'a partagé sur son réseau social, et dans l'heure qui a suivi, non seulement le clip a été censuré, retiré, mais il a été bloqué. Voilà ce que nous vivons en ce moment. Et souvent, on me demande pourquoi vous êtes si peu nombreux, les artistes aujourd'hui. Ils parlent surtout des gens de mon niveau de notoriété, mais il y a beaucoup d'artistes qui se mobilisent aujourd'hui, il faut le savoir. Ils ne sont peut-être pas une grande notoriété, mais ce sont des grands artistes. Eh bien, je leur réponds, voilà ce que subit un artiste aujourd'hui. Il subit ce que moi je subis en ce moment. C'est-à-dire qu'il est censuré, il est calomnié, il est injurié, il est blacklisté, voilà. Il ne peut même plus s'exprimer, il ne peut même plus aller dans un théâtre, etc. etc. Et donc, c'est vrai qu'il faut comprendre à un moment donné que ça puisse effrayer. Mais c'est valable pour les artistes, c'est valable aussi pour les soignants, c'est valable à tous les niveaux de profession. Il ne faut pas céder à cette violence. Il faut faire front, il faut s'unir, il faut continuer à résister. C'est très important. Et ce que je veux absolument dire ce soir, et ce que je veux que tout le monde sache, c'est que quoi qu'il puisse me faire, je me battrai à vos côtés jusqu'au bout. Et je resterai à vos côtés jusqu'au bout, celui que j'ai toujours été depuis le début. Un simple citoyen français qui veut juste que son pays redevienne celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Voilà, Natacha, on va interviewer maintenant une charmante jeune femme. On va lui demander de libérer la place pour lui laisser venir ici sous le feu des projecteurs sur ce plateau de La Une TV. Elle s'appelle Sandra De Puit. Elle est représentante de Children Health Defense en Europe. Et figurez-vous que cette femme, eh bien, elle vient d'assister à Rome à un colloque formidable qui l'a beaucoup ému. Ah, je ne pensais pas qu'on commencerait là-dessus, mais très bien, oui, tout à fait. Oui. Mais, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, c'était un colloque, c'était une journée organisée notamment au Sénat de Rome, et dont l'objectif était tout simplement de faire des témoignages de tous les traitements, tous les protocoles qui existent. Et donc, c'était vraiment une réunion internationale avec des médecins qui sont venus du monde entier, des médecins qui sont venus notamment beaucoup d'Amérique du Sud. Et j'étais particulièrement impressionnée par le nombre de protocoles, de traitements à disposition. J'étais impressionnée en entendant des médecins qui avaient soigné avec très peu de choses, des milliers de patients. Je pense par exemple à un médecin qui m'avait particulièrement ému, qui venait du Paraguay, qui s'appelle Victor Villa, et qui a tout simplement suivi sa vocation de médecin en n'écoutant pas, bien sûr, les recommandations on les connaît, vous restez chez vous avec de l'aspirine jusqu'à ce qu'on meure. Et ce médecin, il a soigné avec l'hydroxychloroquine, avec l'ivermectine, avec des vitamines dans un pays où on a à peu près rien du tout. Des moyens très simples, il m'a montré, il m'a dit, regarde, voilà, j'ai 12 groupes WhatsApp, il y a 250 patients par groupe, il y a 3-4 coordinateurs par groupe, je monitore 3000 patients tout le temps. Et donc, la moitié du pays a pris ces traitements. Donc, on a eu comme ça un nombre incroyable de témoignages. Et ce qui était pour moi, je pense, le plus... Il y avait un côté vraiment très émouvant et à la fois tragique. C'était d'entendre tous ces médecins, finalement, avec je dirais presque la voix étranglée, l'un après l'autre, de se dire, mais pourquoi n'autorise-t-on pas les traitements? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de laisser les gens mourir? Enfin, ça leur est absolument insupportable. Et moi, j'avais chaque fois envie de leur dire,
Mais écoutez, il y a toute une série de réponses à ça. Oui, il y a des raisons. La pandémie, effectivement, est l'occasion de mettre en place toute une série de programmes et on n'en parle jamais. On n'en parlait pas avant la pandémie, pourtant ils existaient. Certains programmes se sont mis en place quelques mois avant et donc je pense que là c'est vraiment un sujet à aborder. Je ne sais pas si tu veux... Alors, on va... Je vais juste dire qu'au même moment, les Italiens ont voté le pass sanitaire pour tous les travailleurs, la vaccination obligatoire pointe son nez d'ici très peu de temps, et la vaccination des enfants. Donc on était face à quelque chose de complètement contradictoire, avec dans l'enceinte véritablement du gouvernement une personne ou deux, quelques personnes voilà, qui cherchent à je dirais, changer la donne, et puis les autres vraiment qui... je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Enfin voilà, c'est hallucinant. Mais c'est la même chose partout. C'est la même chose également au Vatican, hein, puisque tu étais à Rome, il y avait le Vatican qui n'était pas loin, hein, Natacha. On a eu de mauvaises nouvelles là encore du Vatican aujourd'hui. Des mauvaises nouvelles. Alors aujourd'hui, il y a quelques jours, quand le pape nous dit que la vaccination est un acte d'amour. De quel amour on parle? De l'amour vache, hein, certainement. Et il est annoncé aussi qu'au 1er octobre, pour aller au Vatican, il faudra un pass sanitaire. Donc on se rend compte voilà, que toutes les institutions, même religieuses, sont touchées. La pieuvre s'étend un petit peu partout. Et je crois que ce plan, en fait, vous avez rencontré quelqu'un qui l'a dénoncé à l'avance, c'est Robert Kennedy. Robert Kennedy qui est formidable, hein, parce qu'il est venu à Berlin, et en partie grâce à vous. C'est vous qui l'avez fait venir, vous pouvez le dire, hein, vous êtes fiers de ça. Bon, c'est vrai, je dois l'admettre. Et le fait d'être belge, ma belgitude, on va dire, il y a pour quelque chose. C'est-à-dire que comme on est dans un tout petit pays, avec plusieurs cultures, plusieurs langues, le nez sur les institutions européennes, ça nous pousse toujours à regarder ce qui se passe chez nos voisins. Et donc, moi, depuis plusieurs années, effectivement, je suivais l'agenda global et le fait que des politiques, notamment, moi, je suivais en particulier la politique de la vaccination, mais les politiques de la vaccination étaient vraiment ce qu'ils appellent le narrative, était vraiment identique partout. Les tactiques, les stratégies, tout se déroulait de manière identique. Vraiment, c'était des scénarios identiques d'un pays à l'autre. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, il y avait déjà des plans, il y a eu beaucoup de plans sur la vaccination, mais notamment l'agenda, ce qu'ils appellent le Global Health Security Agenda, donc qui a démarré en 2014 à Washington, et dont un des objectifs était très clairement de vacciner toute la planète avec une vaccination qui aurait été donc plus ou moins obligatoire, donc avec une surveillance, mais aussi un véritable changement au niveau des législations. Donc ça, c'était dans le plan depuis 2014. Ce plan a été mis en œuvre depuis. Il est invoqué, il est cité dans les actes auxquels on se réfère, par exemple dans les recommandations européennes. Je pense en décembre 2018, où on a eu une recommandation avec un grand plan pour la vaccination en Europe. Et là où il s'agissait tout simplement, à nouveau, de parler de la vaccination obligatoire pour tous, tout au long de la vie, avec des programmes centralisés. Le pass sanitaire, le pass vaccinal était déjà prévu. C'est l'INSERM c'est la France qui était en première ligne. Tous ces plans étaient déjà là. On n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi on n'en a jamais parlé. Enfin si, je pense que c'est très clair. Il y a d'autres plans, il y a un plan on va dire de vraiment prise de possession de l'économie mondiale, de la finance mondiale, de transformation des règles de la finance mondiale, qui a été décidé et mis en œuvre en août 2019, notamment sur proposition de BlackRock. Donc il y a différentes raisons, différents plans qui font que oui, c'est la même chose qui se passe partout et ça ne va pas s'arrêter si nous ne l'arrêtons pas.
Voilà. Et donc oui, j'ai pas parlé de Kennedy, mais j'en reparle dans une seconde si tu veux, oui, parce que c'est quand même important. Alors, on va finir par Kennedy, voilà, je dirais, c'est la cerise sur ce gâteau belge ce soir. C'est effectivement Kennedy. Est-ce qu'il va revenir ici en Europe? Est-ce que ici en Belgique, vous qui avez l'art, et on a vu avec ce jeune homme tout à l'heure, d'organiser de magnifiques manifestations, est-ce qu'il y a une chance qu'il vienne ici en Belgique? Pour l'instant, il travaille beaucoup, mais bon, c'est pas exclu, mais là, c'est pas prévu dans l'immédiat. Je voudrais dire quelque chose. Quand il est venu à Berlin, nous étions 1,5 million de personnes. Il faut imaginer ce que ça représente dans le contexte historique. Hein. Ich bin ein Berliner, un des discours les plus importants, les plus marquants, justement contre la dictature, contre le communisme, donc qui avait été prononcé par son oncle. Et donc, je veux dire, le fait qu'il y ait eu une censure médiatique totale, autant, je veux dire, je me suis dit, le jour de cet événement, on était là, on a vu toute cette foule, on a parlé. Je me suis dit, ça y est, les Allemands ne vont pas laisser passer ça. Là, tout va changer. Et quand le lendemain, j'ai entendu la presse, Pat Kennedy, qui a gommé 1,5 million de personnes de la rue, ces gens étaient là, les Berlinois les ont vus, là, j'ai compris ce que c'était la censure. Là, j'ai compris ce que c'était le... Voilà. Mais après, je veux dire... Voilà. Alors, vous allez, Senta, vous allez revenir bien sûr sur ce plateau de la Une TV. Malheureusement, le temps a parti et en passe d'être terminé. En tout cas, ich bin ein Berliner. Je crois qu'ici, il y a 50 Berliners ici. Et puis surtout, il y a des centaines de milliers de téléspectateurs qui sont des résistants devant chez eux et que l'on salue. Alors, je voulais juste... vous présenter le maître des lieux ici, parce que nous sommes dans un endroit assez exceptionnel. Vous savez, on est un peu avec Natacha, on vient de faire des nomades itinérants, on est partout, on ne sait pas où on sera demain, on est des bouchons sur l'océan, et on va là où le vent nous mène. Et le vent nous a menés ici en Belgique, à Bruxelles. Et c'est effectivement Frédéric et Bernadette qui nous ont organisé cette formidable... double soirée ici même, et je tenais vraiment à rendre hommage à cet homme ici, Vincent, qui nous a tout prêté, toute l'infrastructure, cette maison ici en plein cœur de Bruxelles, qui est l'une des plus belles de Bruxelles. On a pu installer ici le décor, mettre la régie avec tous nos amis, accueillir ce public fantastique ici, et puis le food truck à l'extérieur qui nous nourrit, et puis tout le reste. Hein, c'est ça l'esprit de résistance. Non, mais c'est là-dessus que je voulais plus sérieusement, parce que les gens qui nous regardent se disent, mais franchement, derrière tout ça, quel message veut-il faire passer? Ben, le message, c'est que l'esprit de résistance, c'est le tien. Et quand on est arrivé avec Natacha, on a vu dans tes yeux cet esprit de résistance, cet esprit de vouloir tout offrir, tout donner, tout partager, et de vouloir unifier justement tous ces gens qui sont aujourd'hui un peu perdus. Exactement, tu dis exactement le mot qui est. Je pense sincèrement que on est tous des résistants ici. Ça, c'est déjà une chose merveilleuse. Le message que je veux passer quand j'accueille un plateau de télé, quand j'accueille Richard, etc., c'est que nous ne sommes pas assez. Je me rends aux manifestations à Bruxelles. Je trouve que Bruxelles est en retard. Nous devons nous mobiliser et nous devons absolument fédérer autour de nous. Alors, l'accueil de la maison Flagey, il sert à ça. Ceci est une maison de partage. Et donc, ma manière de résister, c'est effectivement d'offrir à tous ces gens qui portent la parole, qui aujourd'hui vont de l'avant, qui essayent de créer des mouvements, qui essayent d'éveiller les consciences, qui toute la journée sont sur les routes de ville en ville, de capitale en capitale, et c'est très compliqué. Ils ont fait 2500 km peut-être sur 2 jours pour venir faire cette émission ici à Bruxelles. Je pense que notre manière de résister, nous sommes tous unis, et ben c'est aussi d'offrir un lieu.
Et donc voilà pourquoi, naturellement, j'ai ouvert la maison. Et il y aura d'autres possibilités pour tous les gens qui ont envie de s'exprimer dans ce lieu. Bravo. Alors Natacha, avant de rendre l'antenne, il va mettre le feu. C'est le feu d'artifice final. C'est lui qui a organisé avec Bernadette cette belle manifestation. Et je pense qu'il va nous dire encore un tout dernier mot. Venez tous, on va faire la photo finale. J'ai une seule chose à dire. Unissons-nous. Unissons-nous. Tous ensemble, nous pouvons y arriver. Tous ensemble. Ici, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés. Vous savez, il y a énormément de gens qui sont vaccinés, qui le regrettent. Il faut les aider. Ces gens ont besoin de nous, parce qu'ils n'ont pas les renseignements qu'il faut. On a besoin de ça. Tous ensemble, on va gagner. Parle des enfants, là, tu sais, qui vont être vaccinés, c'est très important. Alors, je tenais aussi à dire une chose. Mes enfants sont dans un très bel établissement et catholique. Et beaucoup de parents, excusez-moi, beaucoup de parents qui sont mal renseignés parce que nous avons une presse incompétente, une presse qui ment, et qui force des enfants à jeudi aller prendre un bus pour aller se faire vacciner. Évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais c'est tellement souhaité. Mes enfants sont à la maison parce qu'ils doivent faire un double PCR, donc j'ai refusé. Ces incompétents du gouvernement, des gens que vous avez dans ces services de santé, vous disent « Ah non, monsieur Bonnier, l'antigénique ne fonctionne pas, vous êtes obligé de faire un PCR. » Cher monsieur, c'est faux. Alors le petit mot de la fin, je tenais à rendre hommage, même s'il est toujours vivant, à Julian Assange, qui était quand même un des premiers à dénoncer, et qui est une véritable victime finalement de ce système qu'on oublie complètement, dont on n'entend plus parler, qui doit moisir au fin fond d'une prison. Et oui, il a dit cette phrase, je trouve très juste et appropriée par rapport à notre émission. Si les guerres peuvent être démarrées par des mensonges, la paix peut être commencée par la vérité. Donc continuons à être des chercheurs de vérité et à dénoncer le mensonge. Je te remercie. Bravo. Je tenais vraiment à dire une chose. Merci à la Une TV. La Une TV est là. Merci, merci, merci. Nous sommes ici avec d'autres médias, BAM, Kairos, qui sont là. Et qui sont des médias qui se battent, tous les deux. Voici, Richard va montrer ce que Kairos a sorti maintenant. Alors, c'est comme dans les films américains, il y a toujours des fins et finalement, ça n'en finit pas. Mais on veut absolument dire qu'on va recevoir ces deux médias alternatifs belges dans la Une TV lors de l'émission spéciale. Ce sera dimanche soir à 21h et on évoquera notamment le livre. Le livre, ici, celui-ci, sublime, Covid-19, par-delà la censure, que je vous invite à lire. C'est une bombe avec des journalistes qui sont des bombes. C'est magnifique. Merci à vous, à bientôt, au revoir.